Bonjour à tous, cette vidéo est la conclusion d'une série complète reprenant jour par jour un voyage au Japon. Si vous n'avez pas vu tous les épisodes, je vous invite à les regarder pour que cette conclusion puisse avoir du sens. J'ai commencé cette série par une introduction dans laquelle j'explique pas mal de choses, comment on a réservé les hôtels, nos billets d'avion, nos activités, comment on a choisi nos destinations, etc. Puis tout au long de la série, j'ai donné des infos complémentaires à chaque fin de vidéo en rapport avec la journée qu'on venait de passer. Mais il me paraissait intéressant quand même de faire une vidéo de conclusion pour statuer sur quelques points de l'introduction et apporter un avis plus personnel maintenant que le voyage est passé. Puis il y a aussi plein d'autres éléments qu'on a constatés que j'aimerais pouvoir vous partager. Si je reprends dans l'ordre de la vidéo d'introduction, on commence par la réservation des billets d'avion. Et pour rappel, on a commandé avec la plateforme Skyscanner. On a trouvé que ça marchait plutôt bien et ça propose des tarifs assez cohérents. Une chose est sûre, c'est que j'ai aucun regret d'avoir insisté d'avoir pris un vol direct plutôt que des escales. Le vol en lui-même dure déjà 14 heures. Tu prévois 2-3 heures à l'aéroport avant le départ et c'est bien assez long comme ça. Alors si en plus tu dois attendre 2 escales avec parfois plus de 10 heures d'attente entre les 2 escales dans un aéroport en plein milieu du désert, certes c'est environ 200 ou 300 € moins cher, mais à mon sens ça vaut pas le coup. D'autant plus que si tu pars au Japon, t'as certainement envie d'en profiter un maximum, et perdre 1 à 2 journées exclusivement en escale, ou en tout cas dans le transport, franchement c'est pas drôle. Soit ça t'oblige à raccourcir ton séjour, soit ça t'oblige à augmenter le nombre de jours à poser, et dans notre cas c'était pas possible. Pour la compagnie aérienne, en vol direct, généralement c'est soit Air France, soit Japan Airlines. Comme expliqué dans la vidéo d'intro, Japan Airlines était plus intéressant pour nous, déjà financièrement, et parce qu'il proposait 2 bagages en soute. Alors 2 bagages, dans les faits, c'est loin d'être pratique, mais ça peut servir à certaines personnes. Je peux pas comparer avec Air France parce que j'ai jamais volé avec eux, mais en tout cas, Japan Airlines, ça m'a paru très sérieux. Rien à dire sur la prise en charge à l'aéroport, ni même dans l'avion. Les hôtesses passent pour fournir 2 repas, et régulièrement, t'as le droit aussi à des boissons gratuites. Ensuite, on a planifié le voyage, à commencer par les villes qu'on voulait voir, puis les quartiers, puis quelques spots connus. Tout ce qu'on avait noté avant de partir est visible sur un Google Sheet, que vous pourrez trouver en lien dans la description. Quand je relis tout ce qu'on avait planifié, mine de rien, on a plutôt bien respecté le planning. À Tokyo, il y a le quartier de Ueno. On avait prévu un petit peu plus que la visite du parc et du zoo, mais en réalité, le parc est vraiment grand, et le zoo prend pas mal de temps à visiter. Donc Ueno sur une demi-journée, c'est pas évident. Il y a aussi à Shinjuku, on avait prévu d'aller voir la mairie, parce qu'il y a un super point de vue, mais pareil, on n'a pas forcément eu le temps. On était probablement trop préoccupés à jouer aux pinces. Après, même si le point de vue est cool, on avait prévu d'autres spots comme la Tokyo Skytree. À Kyoto et à Osaka, on avait prévu toute une liste de temples. À Kyoto, on a surtout regardé les temples qui étaient dans les alentours d'un chemin qu'on avait tracé. Dans les alentours des rues tradies, il y a plein de choses à voir. Sur la route qui rejoint le mont Inari jusqu'à la maison, pareil, il y avait quelques temples connus également. Et le dernier jour, on avait prévu un parcours sans grande conviction. On a modifié un petit peu pour aller voir le Kinkakuji et le Gingakuji, parce qu'on s'est dit qu'on allait le regretter si on faisait passer ces 2 temples-là à Kyoto. C'est quand même 2 temples assez connus. Et à Osaka, une fois que t'as fait des temples à Tokyo et que t'en as fait je sais pas combien à Kyoto, franchement, c'est bon, t'as plus trop envie d'en faire 3 ou 4 par jour. On avait planifié des temples, mais du coup, on a modifié un petit peu ça pour voir un autre temple, mais un peu plus exotique, on va dire, et ça a permis surtout de faire une randonnée et de voir plein de spots. À Nikko, on regrette un petit peu d'avoir été voir les cascades et d'avoir fait cette randonnée-là, parce que c'était un peu moyen, et à la place, il y avait un village Edo à aller voir qui était vraiment extraordinaire. Au global, on avait noté des adresses de restaurants, mais au final, on n'en a respecté aucune. Dans les faits, tu cherches plutôt un restaurant là où tu te situes, quoi. Je veux dire, on n'a pas fait de détour particulier pour aller à tel ou tel restaurant. Donc voilà, prenez bien le temps de vous renseigner sur les choses à faire ou les choses à voir dans les quartiers, dans les villes proches de là où vous séjournez. N'hésitez pas à regarder des vidéos qui compilent tout ce qu'il y a à faire ou tout ce qu'il y a à voir dans les grandes villes. Peut-être que les intelligences artificielles peuvent vous aider aussi à élaborer un parcours en fonction du rythme que vous voulez avoir pendant votre séjour. Ensuite, j'ai abordé le sujet des hôtels. À Tokyo, on l'a pris à Akihabara et ça collait plutôt bien parce que c'est un quartier qui est assez central. En plus, le soir, c'est plutôt animé, donc c'est agréable. L'hôtel était pas mal, mais avec un petit peu plus de place, ça aurait été parfait. Et un lit un petit peu plus large que 120 cm pour 2 aussi, parce que bon, c'était collé serré quand même. Au Mont Fuji, rien à dire, c'était très bien. Le fait de pouvoir louer des vélos avec l'hôtel, c'est un vrai plus. Indispensable quand tu vois la taille de la ville. À Kyoto, le ryokan était super. C'était spacieux et pas si cher que ça quand on sait qu'on peut y loger jusqu'à 6 personnes. À Osaka, le Freza Hotel était pas mal. Je dirais un petit peu plus spacieux qu'à Tokyo. Et les lits étaient plus larges, donc ça c'est cool. À Nara et à Roppongi, on a pris des Appa Hotel. C'est connu là-bas, mais franchement, c'est plutôt étroit. C'est propre et c'est suffisant, hein, mais par contre, c'est vrai que c'est loin d'être spacieux. Et pour finir, la guest house à Nikko, c'était très bien car c'était pas un hôtel, c'était une petite maison. Et l'hôte a été super accueillant. Donc en conclusion, je dirais d'éviter les Appa Hotels parce que c'est pas si bien que ça, surtout si vous êtes plusieurs. Autrement, tout le reste était franchement bien. Après les hôtels, j'ai abordé toute une liste de choses à prévoir quand on part au Japon, à commencer par la carte bancaire. Alors on a tous les 4 créé un compte chez Revolut. C'est une banque vraiment efficace pour les voyageurs, simplement parce que la création d'un compte est gratuite. Ça te donne le droit à une carte virtuelle sur ton téléphone, des cartes éphémères pour des paiements uniques, et tu peux avoir une carte physique à condition de payer la livraison qui doit être de 8 €. Après quoi, il n'y a aucun frais supplémentaire. Via l'application, tu peux te virer de l'argent depuis ton compte habituel, soit en euros, soit directement dans la monnaie qui t'intéresse, donc par exemple pour notre cas en yens. Les
Les taux de change sont très compétitifs, c'est clairement plus intéressant que d'échanger des euros ou de la monnaie directement à l'aéroport. Au final, je me suis jamais servi de ma carte bancaire habituelle et j'ai utilisé que la carte Revolut, et pour payer et pour retirer de l'argent. Au Japon, il y a quand même des guichets qui appliquent des frais un peu plus importants que d'autres, et à chaque fois, nous, on a retiré notre monnaie dans les combini, que ce soit le Lawson ou le 7-Eleven. J'en parle juste après, mais pour recharger ta carte Suica, il te faut des yens, donc avoir un compte Revolut, c'est parfait pour ça. Et je voulais rajouter une anecdote. Perso, j'ai jamais ma carte bancaire sur moi, je paye quasiment tout le temps avec mon téléphone. Et une fois, dans un Burger King, j'arrivais pas à payer à la borne, donc j'ai essayé de payer à la caisse et ça marchait pas non plus. Alors je me suis viré 20 € sur mon compte Revolut et j'ai réussi à payer avec mon téléphone avec ma carte Revolut. En vrai, j'étais content d'avoir un autre compte parce que sinon je me suis retrouvé comme un con. C'est rassurant d'avoir une deuxième solution qui est gratuite et qui m'a déjà sauvé en dehors du Japon. Donc Revolut pour moi c'est parfaitement recommandable. Ensuite, la carte Suica. J'avais compris qu'au Japon il était important d'avoir une carte de transport, que ce soit la Suica ou la Pasmo. A priori, si vous sortez de Tokyo, la carte Suica est un peu plus flexible que la carte Pasmo. C'est une carte que vous pouvez directement ajouter sur votre téléphone. Par exemple, sur l'iPhone, tu vas dans Réglages, carte et Apple Pay, ajouter une carte de transport, et tout en bas, vous trouverez la carte Suica avec le petit pingouin. C'est une carte gratuite sur laquelle vous allez pouvoir vous verser de l'argent avec votre compte habituel ou avec votre compte Revolut, à tout hasard. En tout cas, c'est pratique parce que ça va vous servir pour la plupart des transports dont vous aurez besoin. Hors Shinkansen et les bus qui font des longs trajets, par exemple pour aller au Mont Fuji. Mais pour les bus de ville à Kyoto, les trains, les métros, les lignes JR, les taxis, ça va marcher. Et vous pouvez aussi utiliser cette carte dans certaines boutiques, dans les combini, dans certains restos. Bref, c'est une carte qui est indispensable et c'est trop pratique pour l'ignorer. J'ai également abordé le sujet de la connexion internet et nous on a choisi d'utiliser une eSIM avec la compagnie Holafly. Comme pour chaque voyage hors Europe, généralement ton forfait téléphonique ne te permet pas de passer des appels ou d'envoyer des messages ou d'accéder à internet sans avoir des frais exorbitants. Et la solution pour ça, c'est de prendre soit une carte physique dans le pays, soit de prendre une eSIM. Nous on a choisi Holafly parce que en fait ils permettent des forfaits illimités en fonction du nombre de jours que tu veux prendre. Du coup tu payes le juste prix. Il y a plein d'autres fournisseurs qui sont très bien aussi, mais ça nous paraissait moins adapté parce qu'ils proposent soit des forfaits 15 jours ou 30 jours ou des formules qui sont pas forcément illimitées. Donc voilà, nous ce qui nous convenait c'était Holafly. On a activé la carte à l'aéroport à Paris, puis dans l'avion avant de décoller tu désactives ta carte SIM, tu désactives ta eSIM, tu passes en mode avion et quand tu arrives au Japon t'actives uniquement ta eSIM et ça marche direct. Et j'ai rien d'autre à ajouter parce que le service a été parfait, ça n'a jamais bugué, aucun problème de connexion, même à Fuji, même à Nikko dans les montagnes. Pour 19 jours on a payé un petit peu plus de 50 €, mais franchement pour de l'illimité c'est vraiment compétitif. En tout cas attention à pas sous-estimer vos besoins en données parce que mine de rien Google Maps, WhatsApp, Facebook, Insta, Snapchat, etc. tous ces trucs là ça consomme pas mal. Si vous passez des appels pareil. Après l'avantage des eSIM c'est que si jamais t'as pas pris assez de données tu peux en rajouter assez facilement. C'est quand même vachement moins prise de tête qu'à l'époque de nos parents. Donc voilà, Holafly c'était parfait pour nous. Je vous invite à regarder les forfaits qui peuvent vous correspondre le plus. Il y a aussi Ubigi, Saily, Revolut fait aussi des eSIM. Nous on est parti de Charles de Gaulle à Paris et il fallait bien garer la voiture quelque part. On a choisi une entreprise qui s'appelle Parking Roissy Tarif. C'est des parkings privés à l'extérieur de l'aéroport avec un système de navette gratuite qui vous amène directement au bon terminal. Ça nous a coûté 120 € pour les 19 jours et c'est clairement moins cher que les parkings de Roissy. Quand tu reviendras en France, t'appelles le parking une première fois, puis quand t'as récupéré tes bagages, tu les rappelles une deuxième fois pour leur indiquer également à quel terminal tu te situes, puis ils viennent te chercher. Bon malheureusement au retour on a attendu un petit peu, environ 45 minutes parce qu'ils avaient beaucoup de monde à aller chercher. Bon, c'est comme ça. Un peu désagréable mais en même temps on peut comprendre, on n'est pas tout seul. Autrement, quand on est revenu au parking, la voiture était déjà prête en direction de la sortie. Il y avait plus qu'à, le petit geste sympa. Après ce genre d'entreprise, ils peuvent te proposer des services en plus, nettoyage de la voiture intérieur-extérieur, venir te chercher avec ta propre voiture directement à l'aéroport pour que tu puisses gagner un petit peu de temps. Mais pour nous, c'était pas vraiment d'une grande nécessité. En tout cas, le service était ok, pas extraordinaire, mais on n'en attendait pas plus. C'est maintenant l'heure de faire un petit bilan sur le budget. On va essayer de comparer ce qu'on avait prévu par rapport à ce qu'on a dépensé réellement. Et ça va pas être simple parce qu'on n'a pas non plus noté absolument toutes les dépenses, quoi. Mais une chose est sûre, c'est que la réservation des billets d'avion et des hôtels, c'est quelque chose de fixe. On peut aussi inclure la réservation de quelques activités comme la Tokyo Skytree, Disney Sea, le Team Labs, le Zoo de Ueno. Et j'avais déjà annoncé le tarif dans la vidéo d'intro. Tout ça, ça nous a coûté 1989 €. Ensuite, niveau transport, on avait budgétisé 325 €. Tu peux déjà calculer une bonne partie de tes frais si tu as une idée de ton planning. Parce que sur Google Maps, par exemple, si tu traces un Tokyo-Kyoto, il va te donner le tarif du Shinkansen, environ 14 000 yens. Si tu traces un itinéraire de ton hôtel vers le quartier que tu veux visiter, il te propose le tarif du métro. Et on a fait cet exercice-là pour tous les jours. On a été étonné des tarifs des transports qui sont plutôt abordables parce qu'en moyenne, le métro, c'est entre 190 et 300 yens, soit environ 1,50 €. Le train pour faire Kyoto-Osaka, par exemple, c'était 580 yens, donc environ 3,50 €. Et tu vois, finalement, si on regroupe tous les frais de transport qu'on a retrouvés, on aurait dépensé 342 €. Donc voilà, les tarifs de Google Maps, c'est pas déconnant. Pour la nourriture, on avait budgétisé 400 €. Bon là, par contre, c'était un petit peu optimiste parce que j'avais dit qu'un repas coûte environ 1000 yens. Dans les faits, si tu manges à l'extérieur tous les jours, c'est plutôt 1500. Après, on a mangé quasiment tous les jours dans des restos, donc on aurait pu faire moins de dépenses, sans problème. À ça, on a oublié d'ajouter tous les passages au combini pour acheter des boissons, des petites collations, etc. Et mine de rien, on y a été tous les jours. Donc à chaque fois, ta vie
vite fait d'y laisser 1000 yens. Une boisson, un smoothie, un petit melon pan, un petit sandwich, bon ben voilà. Bref, tu vas avoir envie de tester tout un tas de choses, et il faut pas négliger la puissance du 7-Eleven. Et d'après les calculs de Maxime, nous serions plutôt aux alentours des 560 €. Après lui, je peux vous dire qu'il bouffe. Mais 20 € par jour, c'est tout à fait tenable. Si tu prends le temps de choisir un petit peu tes restos, tu peux descendre sous les 1000 yens sans problème. On n'a pas été très regardant sur la nourriture, ça je vous l'accorde. Ensuite, on avait estimé à peu près 400 € de loisirs souvenirs. Ça, c'est vraiment un poste de dépense qui est propre à chacun. Moi, avant de partir, j'avais déjà des idées de choses que je voulais ramener. Je voulais un couteau japonais, je voulais un éventail, je voulais des baguettes, quelques cartes Pokémon, des mangas, des figurines, quelques souvenirs, des magnettes, enfin voilà quoi. En gros, le couteau m'a coûté dans les 110 €, l'éventail à peu près 30, les baguettes à peu près 10, les cartes Pokémon, j'ai dû dépenser 20 €, les figurines ou les pluches, ça m'a coûté une quarantaine d'euros, les petits souvenirs environ 30. J'ai aussi acheté quelques vêtements pour 20 €. Reste un dernier détail, et pas des moindres, les machines à pince. Après ça, c'est pas facile de tracer parce que généralement, tu retires du liquide, tu transformes tes billets en pièces pour pouvoir jouer aux machines. Tu peux aussi payer directement avec ta Suica. Donc au final, tout est fait pour que tu sois incapable de savoir combien t'as dépensé. Pour ma part, j'ai pas trop abusé des pinces et j'ai dû retirer à peu près 10 000 yens pour jouer, soit environ 65 €. Après, ça permet de ramener quelques figurines et des pluches en plus. C'est pas complètement perdu. Mais j'ai pas dépensé 2000 yens par 2000 yens pour gagner des gourdes Snoopy, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'aurais tendance à dire qu'en termes de souvenirs, j'ai dépensé environ 325 €. Je suis resté sage, mais la valise était quand même bien remplie. Ça peut aller très vite. Après, il y a tellement de choses cool à acheter en même temps. Maxime s'est pris une belle montre japonaise. Je sais que les gens aiment bien ramener des yukata ou des kimonos. Ça peut vite coûter cher aussi. Enfin bon, dans tous les cas, ça reste un budget personnel. Je sais qu'il y a des gens qui voyagent et qui dépensent 0 dans les souvenirs. Voilà, c'est en fonction de vos choix. Et le dernier poste de dépense, c'était toutes les activités, les musées, les temples, les jardins, etc. On prévoyait 213 €. Ça va être le budget le plus difficile à retracer parce que ça reprend tout ce que je viens de citer. Et généralement, on payait chacun son tour pour tout le monde. La plupart du temps en liquide, donc c'est trop compliqué d'être précis. Surtout qu'en plus, on avait prévu certaines activités qu'on n'a pas faites, comme le village Aido à Nikko, qui coûtait quand même 35 €. Mais on a fait d'autres choses. Les temples, la plupart du temps, c'est gratuit. Ceux qui sont payants, généralement, c'est qu'ils offrent la visite d'un complexe plus grand. Mais de manière générale, dites-vous que de toute façon, tout coûte 500 yens. Un temple, c'est souvent 500 yens. Un jardin, c'est souvent 500 yens. Un Goshuin, c'est 500. Et quand ils sont gentils, c'est 300. J'ai compté 18 Goshuin, donc potentiellement 9000 yens, environ 55 €. Et ça, tu vois, c'était pas prévu dans les dépenses. Mais à mon avis, au global, ça nous a quand même coûté moins cher que ce qu'on avait prévu. Je pense qu'on est bien en dessous des 200 €, mais on va partir sur cette valeur-là. Donc si j'additionne tout ça, on tomberait sur un budget approximatif de 3418 €. Tu vois, on avait estimé 3500 € pour les 19 jours. On était vraiment pas mal. Mais je me permets de rappeler qu'on est parti à 4. Donc le budget logement, si vous partez à 2, il sera certainement plus conséquent, divisé par le nombre de personnes. En tout cas, voilà, ça vous donne une idée de ce que le coût d'un voyage au Japon peut représenter. Puis généralement, ça va même au-delà de ça parce que dans mon cas, par exemple, il a fallu refaire le passeport, donc environ 90 €. Certains profitent d'un voyage aussi important pour se racheter un bon téléphone, pour acheter du bon matos de marche ou des vêtements, etc. Et ça me permet de transitionner vers un des sujets que je voulais aborder. Je voulais faire un point sur le matos que j'ai acheté. En fait, plus on approchait de la date du départ, plus je me renseignais sur des questions de plus en plus cons. Genre, c'est quoi la paire de chaussures la plus adaptée à un voyage au Japon? Il fait chaud, on transpire, alors c'est quoi le meilleur choix de t-shirt? C'est quoi le sac à dos le plus intéressant? Ah oui, mais attends, c'est bientôt la saison des pluies, alors est-ce qu'il faut le prendre imperméable? Quelle caméra je prends pour faire les vlogs que j'ai envie de préparer? Et en fait, j'en devenais matrixé de toutes ces questions. J'ai regardé des spécialistes du tour du monde faire des présentations de paires de chaussettes. Enfin, j'ai regardé des gens qui font le tour du monde avec des sacs de 40 litres et qui y mettent toute leur vie dedans. J'ai appris beaucoup de choses intéressantes et c'est très passionnant comme sujet, mais j'ai quand même pris des décisions et j'ai acheté quelques trucs que j'ai trouvé très bien parce que je voulais acheter des choses utiles même après le Japon. Je vais commencer par les sacs parce qu'on avait le droit à 2 bagages en soute, une valise cabine et un sac à dos classique. Et plutôt que d'avoir une valise en cabine, j'ai regardé pour prendre un sac à dos de 40 litres et j'ai trouvé celui-ci de Decathlon. C'est un 4Class Travel 500 Organizer. Dites-vous qu'il y a des gens qui voyagent uniquement avec ça, pas de bagages en soute, rien de plus. Et franchement, il est pas mal. Déjà parce qu'il est confortable, tu peux le clipser devant en 2 prises pour équilibrer les charges. L'intérieur est compartimenté pour pouvoir t'organiser. En complément, tu peux acheter des kits de rangement. Il en existe avec des doubles zips pour comprimer les sacs. Il y a la place de glisser un PC portable. Non, franchement, il est bien. Il coûte 70 € et aujourd'hui, je m'en sers des fois quand on part en week-end, quand il n'y a pas la nécessité de prendre une grosse valise. J'ai pris ça plutôt qu'une valise cabine parce qu'au moins, je peux le porter sur le dos. Donc, je trouve ça plus pratique. Et en fait, à la base, j'avais pour idée de mettre toutes mes affaires dedans, de manière à laisser le bagage en soute vide pour y mettre que les souvenirs. Quand je vous dis que j'étais matrixé, je rigole pas. Hein. L'autre sac que je me suis acheté, c'est un Fjällräven Ulvo
en 23 litres. C'est un sac imperméable de bonne qualité. Il coûte 140 €, mais quand tu commences à regarder le prix des sacs imperméables, c'est pas déconnant. C'est une marque que j'ai retrouvée régulièrement chez des personnes qui font des tours du monde ou qui font des grosses randos. Et franchement, il est confortable. Pour moi, déjà, c'était un premier critère. Ensuite, il m'a jamais fait défaut au niveau imperméabilité. Et c'est un critère aussi parce que je voulais pouvoir y ranger la caméra à l'intérieur en sécurité, en cas de forte pluie. Je voulais tester un premier produit chez Fjällräven et franchement, j'en suis pas déçu. Et aujourd'hui, je m'en sers très régulièrement. Je me suis acheté une doudoune, mais au final, elle m'a jamais servi. Je l'ai emmenée au Japon pour rien. Parce qu'en fait, au mois de mai, il fait déjà plutôt chaud au Japon. Le matin, il fait vite fait plus de 20 degrés. À Fuji ou à Nikko, en fait, il faisait pas si froid que ça. Juste un bon pull, ça suffisait. Après, la doudoune, c'est pas grave, ça, je peux m'en servir en France, c'est pas un souci. J'ai acheté une serviette de toilette plutôt fine pour éviter de prendre trop de place. Mais au final, c'est pareil, ça m'a jamais servi parce que dans les hôtels, il y a toujours ce qu'il faut. Ensuite, j'ai acheté des paires de chaussettes rembourrées. Alors ça, par contre, qu'est-ce que je suis content de les avoir achetées. J'ai pris des chaussettes de randonnée chez Decathlon, les Hike 500 Mid. Elles coûtent 16 € les deux paires. Elles sont renforcées au talon et au niveau des orteils. Et franchement, je les trouve trop bien. Pour m'entraîner, j'avais fait pas mal de randonnées avant de partir au Japon et j'avais souvent des cloques. Et depuis que j'ai acheté ces paires de chaussettes, plus rien. Il existe une paire de chaussettes aussi chez Decathlon, un petit peu moins épaisse. T'as deux paires pour 10 €. Je crois que c'est les Hike 100. Mais le seul jour où j'ai mis cette paire de chaussettes là au Japon, c'était à Kyoto et c'est ce jour-là où j'ai eu ma cloque. Si j'avais su, j'aurais acheté que des 500. En tout cas, je les recommande. Et pour en finir avec les vêtements, j'ai acheté 2 t-shirts en laine mérinos. C'est tout léger, ça prend pas de place. Et c'est vrai que ça absorbe très bien la transpiration, ça pue pas. Après, moi, par défaut, je transpire pas beaucoup, mais bon. J'avais jamais essayé ça avant parce que ça coûte vite cher, les t-shirts en mérino, mais par contre, c'est vrai que c'est très efficace. C'est vraiment un produit intéressant. Et en fonction du grammage, ça peut aussi tenir vraiment chaud. Il y a un autre truc con auquel il faut penser quand tu pars en voyage, surtout si t'amènes du matos électronique, c'est une batterie externe. Parce que ton téléphone se décharge vite avec Google Maps, etc. La caméra, le micro aussi. Et c'est souvent que le midi, je faisais un petit complément de recharge pendant qu'on mangeait. Niveau caméra, on m'a posé plusieurs fois la question, mais j'ai tout filmé avec une Osmo Pocket 3 en 4K 60 images. L'avantage de cette caméra, c'est qu'elle est stabilisée avec une nacelle. Donc même de nuit, la stabilisation est bonne, puisque c'est mécanique. Le capteur fait 1 pouce, ce qui favorise l'entrée de la lumière, surtout en basse luminosité comparé à une GoPro par exemple. J'ai trouvé que cette caméra était vraiment le meilleur compromis. Elle est petite, elle a une super qualité d'image pour le prix. En tout automatique, elle fournit déjà un étalonnage que j'ai trouvé très bon. Et de base, la caméra coûte 539 €. Tu peux aussi prendre un pack avec une batterie en plus, un petit trépied, le micro, et ça coûte 679 €. Après, au moment où je parle, vous pouvez trouver ça moins cher sur Amazon. Le Creator Bundle, il est à 549 € actuellement. Mais si vous regardez des boîtiers caméra pour filmer, même pour 1000 €, vous n'avez pas un équivalent comme ça. Pas avec ce niveau de qualité son, vidéo et stabilisation. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est sa qualité d'image en basse lumière, parce qu'au Japon, il fait nuit assez tôt, et franchement, il n'y a pas beaucoup de caméras qui arrivent à filmer aussi propre avec aussi peu de lumière. Donc voilà, j'en suis très content. Et là, je suis en train de filmer avec. Le micro, c'est un DJI Mac 2. C'est pas le meilleur micro du monde, c'est sûr, mais en tout cas, il fait vraiment le taf. Je l'ai eu parce que j'ai acheté le pack, mais sinon, je crois que ça coûte à peu près 100 € individuellement. C'est toujours mieux que le son capté par la caméra directement, ou par une GoPro ou un téléphone portable, c'est incomparable. Et si tu fais attention, ça arrive souvent que dans les reportages de TF1, par exemple, ils ont ces micros-là en complément, donc voilà, tout le monde s'en sert, c'est pas vilain. En tout cas, quand je suis parti, j'avais déjà en tête de filmer régulièrement et de faire une vidéo par jour, mais j'essayais aussi de faire des photos, j'essayais aussi tout simplement de profiter du voyage. Donc je pense avoir réussi à faire tout ça, mais j'aurais aimé essayer de prendre un peu plus de temps pour faire des plans plus propres, plus travaillés. Parce que là, j'ai beaucoup filmé à la volée quand on était en train de marcher. Bon, après, c'est pas grave, voilà, on avait un rythme qui était soutenu, donc on peut pas tout faire, je ne suis qu'un homme, après tout. J'en ai parlé tout au long du vlog et un petit peu dans cette vidéo, mais il y a quelques souvenirs que j'ai ramenés du Japon. Je voulais vous montrer tout ça parce qu'il y a vraiment des choses qui sont stylées et certaines qui coûtent rien. Niveau peluche, j'ai pas pris grand chose parce que ça prend vite de la place. Le Noctali, je l'ai eu dans une machine à pince. Le Pyroli, je l'ai eu à la Yodobashi Akiba de Akihabara. Et Lanterne, je l'ai eu dans le Pokémon Center. Pokémon Center, c'est cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de peluches de Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dans le Pokémon Center, j'ai aussi ce petit théâtre en papier. Et Yann avait acheté ça. Ensuite, il y a plusieurs figurines que j'ai pu ramener, à commencer par celle de Link que j'ai gagnée dans une machine à pince. Ça, c'est Mao Mao, à côté la magicienne. Ça, je sais pas d'où ça vient exactement, j'ai plus la licence en tête, mais tout ça, les trois là, je les ai eus dans la boutique Trader à Akihabara. Vraiment intéressante cette boutique, parce que ça, je crois que je l'ai eu pour 500 yens. Si tu devais essayer de la gagner dans les machines à pince, ça serait forcément beaucoup plus. Après, j'ai ramené ça aussi, un petit souvenir de la boutique Ghibli. Mais le problème de la boutique Ghibli, c'est que ça coûte vite cher. Et puis bah ça, c'est d'autres petits trucs que j'ai trouvé au Pokémon Center. Les autres porte-clés, c'est ma femme qui les a. Je vous ai pas parlé des petites scènes, ça s'achète dans les Don Quijote. C'est sympa parce que c'est des mises en scène de stands de nourriture, des trucs comme ça. J'ai pas encore pris le temps de le monter. Ensuite, toujours dans la boutique Ghibli, j'ai ramené des petites figurines. Alors ça coûtait vraiment pas cher. Là, j'en ai pris plusieurs. Après, un Daruma, un Maneki Neko, ça c'est un peu un classique du Japon. Un éventail du coup. Après, un couteau de la marque Jiko. Très stylé. Après, depuis le temps qu'on en parle,
Goshuin Sho, donc c'est pour y calligraphier les Goshuin. Donc en voilà quelques exemples. Il y en a des plus ou moins stylés, il y en a, on a l'impression qu'ils sautent un peu de nous en mode gros pâté. Mais non, franchement, c'est cool. Et à chaque fois, ça a à peu près 500 yens. Ça, du coup, c'est le carnet en canson que j'avais pris, donc j'ai pu en faire quelques-uns dessus quand même. Mais je vous dis, il y a certains temples qui refusent catégoriquement. Celui-là, par exemple, il est clean, lui. Il est beau. Celui-ci du Mont Fuji. Vraiment stylé. Il y a aussi tout ce qu'on a gagné dans les machines à pince, des toutes petites figurines, la petite frite de l'amitié, tout ça. Bon, je vous les remontre pas, mais il y a aussi après tout un tas de documents qu'on récupère au fur et à mesure dans les temples. Ils présentent, ils donnent des flyers en fait pour vous montrer un petit peu les choses, pour vous expliquer l'histoire et tout. Ça m'a fait rire parce qu'en fait c'était à Disney. À Disney Sea, vu qu'on a été les premiers dans l'attraction, les premiers dans la journée en tout cas à faire, je sais plus quelle attraction, mais du coup on a eu le petit machin. Ça, c'est un truc que tu peux payer, je crois que c'est 100 yens, pour tirer ta fortune. Est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise? Bon, moi j'ai eu une goutte fortune. Pour l'instant, ça n'a pas trop fait ses preuves. Ça, c'était au temple de Daruma, du coup. C'était le truc à faire en plusieurs étapes. Ça, je sais plus. Il y a des trucs de temple, etc. Là, c'était une visite de jardin. Ça, c'est le Kinkakuji. Bon, là, j'en ai 3, là, mais non. Ça, c'est Ginkakuji, je crois, temple Silver. Insectarium. Ça, c'est l'entrée pour aller au temple doré de Nikko. Et là, il faudrait traduire, mais il y en a un, c'est pour le Ginkakuji, l'autre, c'est pour le Kinkakuji, et c'est les tickets d'entrée. Ils sont vraiment stylés. Tu vois, quand tu vas au musée d'histoire naturelle, t'as pas un joli billet comme ça. Hein. Il y a ramené des magnettes aussi, où j'adore ça. Un petit magnette de Tokyo, Mont Fuji, Kyoto, Osaka, Nara, et celui-là de Nikko. Et après, j'ai aussi ramené le premier tome de One Piece en japonais. C'était plus pour le souvenir. J'ai fait oublier, mais les baguettes. Avec des pointes carrées parce que je suis trop nul, moi, en baguette. Voilà, c'était un petit échantillon de tout ce qu'on a ramené du Japon. Et maintenant, je voudrais aborder un autre sujet, c'est que j'ai noté tout un tas de réflexions. Pendant notre voyage, il y a tout un tas de réflexions que je me suis noté au fur et à mesure, parce que je pensais que c'était intéressant de pouvoir vous en parler dans cette vidéo. La première, je vous l'apprends pas parce qu'on en a entendu parler 1000 fois, mais au Japon, à première vue, il n'y a pas de poubelle, et pourtant c'est très propre dans l'ensemble. Alors en fait, des poubelles, il y en a, mais elles sont plutôt dans les combini ou dans les magasins. Autrement, c'est chez toi, à ton hôtel, et c'est à toi de faire attention de garder tous tes déchets avec toi, jusqu'à que tu puisses les jeter en arrivant à l'hôtel, par exemple. Et c'est quand même bien de prévoir un sac poubelle, parce que mine de rien, il y a encore beaucoup de plastique, beaucoup d'emballages, beaucoup de cartons, des pailles. Bref, on pourrait se dire qu'ils sont très en retard sur le recyclage ou sur l'écologie, et pourtant ils sont fous du recyclage. Ils ont des zones de tri qui sont encore plus poussées qu'en France. On a remarqué qu'ils sont très assidus au niveau des files d'attente. On l'a remarqué à Disney ou aux Eaux Ueno par exemple. Ils arrivent longtemps avant l'ouverture et ça les dérange pas du tout d'attendre aussi longtemps. Ils s'assiedent par terre, ils font une file indienne propre. Aussi dans les gares, sur les quais de métro, ils sont les uns derrière les autres en attendant que le train arrive. Et franchement, c'est bien. L'autre jour, je suis allé à Paris, dans le métro, il n'y a aucun marquage au sol en fait. Alors que des fois, un petit coup de peinture par terre et ça permettrait de s'organiser plus facilement. On les voit aussi faire la queue pour entrer dans les magasins, pour attendre un restaurant, etc. On a constaté que les Japonais abusent énormément de la politesse, tout le temps, pour tout. Quand tu sors du resto, c'est assez souvent qu'ils t'accompagnent jusque dehors. Une fois que t'es rendu dehors, ils continuent de te saluer pour te remercier. Alors c'est un peu drôle, mais c'est juste du respect. Ils disent arigato gozaimasu tout le temps. Des fois, ils te le répètent 10 fois d'affilée, t'as envie de lui dire oui, j'ai compris. Et plus ils se penchent quand ils te saluent, plus ils te respectent. On a vu des échanges entre Japonais, et t'as l'impression que le mec il veut ramasser un truc par terre tellement il se penche pour saluer. Au Japon, les voitures roulent à gauche, comme en Angleterre. Ils marchent à gauche sur les trottoirs pour marcher, dans les escalators, etc. Et c'est globalement bien respecté. Alors attention, ça c'est vrai à Tokyo, parce qu'à Kyoto, on a remarqué dans les escalators, ils se mettent à droite. Alors si les règles changent en fonction de la préfecture, ça devient compliqué. À Tokyo, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de gens en costard, que ce soit des hommes ou des femmes. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je pensais pas en voir autant. Après, par contre, dans les autres villes, on a vu beaucoup moins. Ensuite, les serviettes en papier. Pourquoi elles sont pas en papier, vos serviettes en papier? Elles sont en je sais pas quoi comme texture. Ça éponge pas bien, enfin c'est bizarre. Après, j'ai constaté un autre truc au Japon, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont un job qui paraît pas très utile. Genre, tu peux voir 2 ou 3 personnes devant l'entrée d'un parking. Au pire, une seule personne, ça pourrait suffire. Hein. Nous, en France, à la sortie d'un parking, il y aurait personne. Hein. Tu te démerdes. Mais oui, j'ai vu beaucoup de gens attendre devant les parkings, devant un magasin, ou des gens qui sont payés à faire une tâche, que jamais en France, on paierait quelqu'un pour faire ces tâches-là. Après, ils ont 3,6% de chômage au Japon, contre 8,9% en France. Peut-être qu'ils ont plus de facilité à engager des
les gens pour des petites tâches. Moins de charge patronale, j'en sais rien. En tout cas, ça bosse. Parfois, on dirait pour pas grand-chose, mais ça bosse. On a noté qu'il y a quand même des grosses différences de tarifs entre un quartier et d'autres. Shibuya, par exemple, c'est pas si cher que ça comparé à certains autres quartiers, mais faut beaucoup sonder les tarifs. Par exemple, si tu cherches un Daruma, note les tarifs parce que d'un quartier à l'autre ou d'une ville à l'autre, tu peux doubler ou tripler le tarif, sans problème. Moi, je cherchais un booster Pokémon en particulier pour des copains. J'en ai vu à Shibuya à 14 800 yens et à Akihabara, on en a vu plusieurs fois à plus de 23 000 yens pour le même produit. Donc là, c'est complètement démesuré, quoi. Et concernant les UFO catchers, les machines à pince, on n'a pas trouvé mieux qu'à Shinjuku, dans la Taito Station et surtout dans la boutique Namco, dans la Kabukicho Tower. En journée, c'est moins cher que le soir. Souvent, c'est 100 yens la partie, alors que le soir, c'est 200 yens. Et en plus, le soir, les pinces nous ont paru beaucoup plus molles. Ça, on peut vous le garantir, parce qu'on en a essayé un paquet des boutiques. Un truc qui me faisait délirer, c'est les musiques dans les trains ou dans les métros. Donc, franchement, c'est quelque chose quand même. Chaque station a sa propre musique. Pareil, dans certains magasins, il y a des musiques qui te restent dans la tête. C'est infernal. N'allez jamais dans la Yodobashi Akiba à Akihabara, parce que ça va vous hanter. Autrement, en parlant de métro ou des trains de manière générale, c'est franchement pas difficile de s'orienter et de se déplacer avec Google Maps. Ça marche vraiment très bien, sauf quand il y a des étages dans les gares ou qu'elles sont en travaux, comme à Shinjuku par exemple. Mais autrement, ça marche très bien. On te dit l'heure d'arrivée de ton train, à quel quai, dans quel wagon il faut que tu montes pour pouvoir faire une sortie optimisée. Et pour finir avec le métro, tout le monde porte son sac à dos au devant pour prendre le moins de place possible. On voit pas trop ça en France, alors que là-bas, c'est systématique. En fait, ils ont le sac devant et après, ils sont avec le téléphone comme ça. Les maids au bord des trottoirs, franchement, apparaissent très jeunes et il y en a beaucoup. C'est plus gênant que fun. Elles sont là pour essayer de t'attirer dans un bar ou dans un lieu festif. Mais quand tu vois combien il y en a, franchement, c'est affolant. La journée, t'en vois pas beaucoup, mais c'est à partir de 18h que ça commence. Et on a remarqué qu'on en voit pas dans tous les quartiers. On en a vu beaucoup à Akihabara et je crois que le pire, c'est à Shinjuku. Au restaurant, des fois, il faut utiliser un beeper ou utiliser une cloche pour appeler le serveur. C'est très différent et les premières fois, franchement, c'est assez perturbant. Nous, en France, on n'a pas l'habitude de sonner une cloche pour faire venir quelqu'un à ta table, quoi. En tout cas, pas dans la gamme de restaurants où moi je vais. Au kebab, ça marche pas comme ça. C'est plus un rappel parce que j'en ai déjà parlé dans le vlog, mais les trains express, les Shinkansen, les bus pour faire des longs trajets, il faut absolument réserver un ticket parce que ces trains-là ou ces bus-là, ils ne fonctionnent pas avec la Suica. La Suica, elle fonctionne surtout pour les transports locaux. Je vous conseille d'acheter un book pour les Goshuin. Sur place, ça coûte 1500, 2000 yens. Tu peux en trouver facilement dans les temples. Ça vaut le coup d'en acheter un vrai ou d'en acheter un sur place. Parce que moi, j'avais acheté un carnet canson en me disant ça va suffire pour absorber l'encre. Mais il y a 2 temples qui m'ont refusé parce que c'est pas un carnet sacré. Donc honnêtement, achetez-en un là-bas. Par contre, les Goshuin, c'est vrai que j'avais vu dans aucun vlog que ça coûtait 300 ou 500 yens à chaque fois. Et mine de rien, ça peut vite chiffrer. Si t'es à Kyoto et que tu veux un Goshuin à chaque fois que tu fais un temple, ça va vite. Les restaurants fermés à chaque fois qu'on veut y aller, fermés plusieurs jours d'affilée ou fermés alors que Google Maps annonce que c'est ouvert. On s'est retrouvés comme des cons un paquet de fois. Je sais pas si on est tombé sur des périodes de fête, des jours fériés ou j'en sais rien, mais franchement, ça arrivé beaucoup de fois. C'est un petit peu abusé ce qui nous est arrivé pendant ce séjour. Et en parlant des restaurants, ça nous est arrivé quelques fois aussi d'avoir une note différente de la note qu'on attendait. Il y a certains restos qui appliquent la free tax, d'autres non. Et quand ils l'appliquent, c'est pas forcément les tarifs que t'avais vus sur la carte. Le pire, c'était le resto à Mont Fuji, je pense. On a mangé des brochettes qui étaient annoncées à 50 ou 100 yens, mais je pense que dans les faits, c'était 500 ou 1000 yens par brochette. À mon avis, ils ont oublié un 0 sur la carte. Mais toi, après, ça te surprend, hein. Tu veux une différence entre Kyoto et Tokyo? Et ben à Kyoto, il y a plein de moustiques. Alors qu'à Tokyo, franchement, on n'a pas été embêté. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses payantes. Pas chères, mais payantes. Et mis bout à bout, ça fait vraiment un budget. T'as tout le temps un jardin pour 500 yens, un petit pont pour 300 yens, un spot sympa, 300 yens. Tu veux faire le tour de la pagode, 300 yens. Ouais, c'est bon. Après, je râle, mais chez nous, c'est pareil. Sauf que chez nous, c'est pas 300 yens. Rester 3 semaines au Japon suffit largement pour commencer à être imprégné d'une forme de respect bien au-delà qu'en France. Rien que dans l'avion, les Français devant nous ont fait tomber une bouteille de vin par terre, ils l'ont pas ramassé. Ils ont fait tomber leur couvert pendant les repas. Ils se lèvent alors que les hôtesses ont besoin de la place parce qu'elles sont en train de distribuer les repas. Les gens parlent fort alors que les lumières sont éteintes parce qu'on était censé essayer de dormir. Les toilettes étaient nickel à l'aller, il y avait beaucoup de Japonais et au retour, elles étaient dégueulasses parce qu'il y avait beaucoup de Français. Bon, ça fait beaucoup quoi. Mais les touristes en général, de toute façon, et plus particulièrement les Chinois, en tout cas au Japon, ont un niveau de respect quand même bien moins important que les Japonais. Les Japonais vont faire la queue pour faire une photo à un spot clé. Derrière, t'as les Chinois qui vont pas faire la queue, qui vont faire leur photo. Une fois qu'ils ont fait la photo, ils se poussent même pas. C'est la personne qui a pris la photo qui va venir voir la personne qui posait pour lui montrer la photo. Et pendant ce temps-là, il y a tout le monde qui attend son tour. Tu m'étonnes que les Japonais, ils sont saoulés du tourisme après. Mais ce que je vous dis là, c'est véridique, hein, c'est arrivé plusieurs fois. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour des réflexions que je m'étais notées. Il y en a pas mal, mais en même temps, on a vu tellement de choses. Et je pense que j'en oublie encore beaucoup.
Il y a une question qui revient aussi, c'est la barrière de la langue. Au début, j'étais un peu chaud. J'ai appris tous les hiragana pour pouvoir lire, mais honnêtement, ça m'a pas trop servi au Japon. J'ai appris les formules de politesse, bonjour, bonsoir, merci, au revoir, s'il vous plaît, excusez-moi, puis quelques mots utiles de tous les jours. Mais dans les faits, si t'essayes de sortir quelques mots de japonais, ils sont trop contents de voir que tu fais l'effort et du coup, d'eux-mêmes, ils vont sortir Google Trad pour essayer de parler avec toi. À Tokyo, globalement, ça parle plutôt bien anglais et on a presque réussi à se faire comprendre à chaque fois. Mais je regrette quand même qu'on n'ait pas échangé plus que ça avec les Japonais. Le problème, c'est que c'est tellement facile pour acheter des choses, pour se déplacer, que t'as même pas besoin d'échanger avec quelqu'un en fait. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont automatisées, alors ça du coup ça n'arrange rien. Après si tu veux vraiment échanger, il existe des bars où il y a des Japonais qui savent parler français, on en a appris l'existence qu'une fois qu'on était là-bas et on n'a pas pris le temps de le faire. Mais pourquoi pas? Rien à voir, mais il y a une stat aussi que je peux vous donner, c'est le nombre de pas, et on a fait exactement 428 415 pas, pour un total d'à peu près 302 km. Ça fait une moyenne d'environ 17 km par jour. Finalement c'est pas si énorme que ça, mais ça suffit largement pour faire morfler les pieds. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce voyage m'a changé. Déjà parce que j'ai pu concrétiser quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, avec des gars qui avaient la même envie que moi. Donc je suis juste heureux d'avoir accompli quelque chose d'aussi grand, heureux d'avoir pu filmer tout ça pour me créer un souvenir à travers ces vidéos. Puis aussi, je suis tout simplement content d'avoir réussi à monter toutes ces vidéos parce que c'est pas si simple que ça finalement. Ça prend beaucoup de temps quand on est un amateur. Aussi, d'un point de vue respect, j'ai pris conscience qu'on se parle pas très bien entre nous, entre potes, entre collègues de travail, comparé au niveau de respect qu'on a pu voir au Japon, et aussi la patience, de voir à quel point les Japonais sont capables d'attendre pour un restaurant ou pour une activité. Je me dis que c'est pas possible qu'on s'autorise à râler parce que devant toi à la caisse, quand tu fais tes courses, il y a 2 personnes et ça te paraît trop long. On n'est pas assez patient et je pense avoir réussi à améliorer un petit peu ce trait-là, même s'il y a encore des fois des situations qui arrivent à me faire bouillir vite fait, hein. Ça c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que je suis très content qu'on ait réussi à organiser ce voyage nous-mêmes. On a regardé plein de vidéos, plein de posts sur les réseaux sociaux pour essayer de se trouver des petits spots sympas et ça nous a permis de faire un voyage comme on en avait envie, dans un tarif plutôt bien maîtrisé, avec quasiment aucune galère. Je dis quasiment aucune parce que j'ai quand même réussi à me tromper dans les réservations pour les trains, mais bon, franchement, c'est pas grand-chose. Je m'attendais à plus de couilles que ça, honnêtement, avec par exemple le Shinkansen, qu'on prenne pas les bons billets par exemple, et que du coup, il faut tout repayer, ou d'avoir réservé une activité, puis une fois là-bas, ils arrivent pas à retrouver, ou le QR code marche pas. Et là, bon, bah super, faut payer un coup. Et ça, on a eu de la chance, ça nous est pas arrivé. Ou tout simplement, au niveau santé, j'avais peur aussi qu'on tombe malade. T'imagines une gastro, toi, en plein milieu du Japon? Ça serait vraiment à la merde, hein. Donc, je peux juste vous conseiller d'organiser votre voyage vous-même. Il faut pas avoir peur. Ça vous coûtera bien moins cher et vous allez pouvoir être flexible. Vous pouvez aussi regarder des circuits avec des agences, mais vous risquez de perdre en flexibilité ou de pas pouvoir aller voir les choses que vous voulez aller voir exactement. Enfin voilà, ça sera pas aussi extraordinaire que si vous décidez de tout. Je voulais dire que 19 jours, c'est vraiment génial pour faire un voyage aussi grand que ça, surtout vu le temps de transport nécessaire pour y aller, mais que 19 jours, ça peut devenir long quand on se sépare de sa femme et de ses enfants, d'un côté comme de l'autre. J'ai aussi la chance d'avoir une femme qui a conscience que ce voyage-là, c'était quelque chose d'important pour moi, et elle m'a laissé partir. Donc je peux vous dire que les prochaines vacances, j'ai interdiction d'y aller tout seul, mais je la remercie pour ça. Et vous aussi, qui regardez, je voulais vous remercier pour les commentaires, les échanges, les questions, ça me fait vraiment plaisir. Le but, c'était de me créer un souvenir, mais aussi d'essayer de faire un vlog un peu plus naturel, avec des infos qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir dans ce genre de vidéos. J'ai essayé de regrouper toutes les infos utiles, nécessaires pour bien préparer son voyage et éliminer un maximum les angoisses ou les doutes. Je suis quand même très content de ce que j'ai fait au niveau du vlog, parce que quand on regarde les vlogs qu'il y a, notamment au Japon, ça parle trop souvent que de la bouffe, ou de beauté, de cosmétiques, etc. et ça touche pas tout le monde, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et que ça a pu aider certains d'entre vous à préparer votre voyage. Cette fois, c'est la fin, une fin définitive concernant ce voyage. Je pense pas que j'aurai la chance d'organiser quelque chose d'aussi gros à nouveau, ou en tout cas, pas de sitôt. Donc je pense pas à refaire une série comme celle-là, mais encore une fois, je suis très content de l'avoir fait. Merci beaucoup, prenez soin de vous, et organisez-vous pour pouvoir vivre vos rêves, parce qu'ils sont pas si inatteignables que ça. Un voyage au Japon, c'est sûr, c'est un budget, mais vous pouvez partir pour 3000 € sans problème. Il faut juste réussir à se donner les moyens de les économiser, c'est ça le plus dur. Encore, merci beaucoup, peut-être à un de ces jours. Salut!